Avant de commencer, et puis en vérité ce drapeau qui est posé sur l'estrade nous rappelle un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Voilà, et donc on me disait tout à l'heure qu'il y a en ce moment à Toulouse un rassemblement précisément autour de la dénonciation de tout ce qui se passe en Palestine, à la fois l'horreur qui est déclenchée par Israël et puis le silence ambiant du monde entier. Et donc, peut-être qu'on peut juste avoir un petit moment de silence en pensant à ceux-là. Et puis après, on commence. Bon. Bon, eh ben, je vais commencer. Donc d'abord, merci au JCFA, aux Journées culturelles franco-algériennes de Toulouse, de me permettre d'intervenir pour traiter un petit peu de cette question-là. Le thème, c'est d'hier à aujourd'hui, les pieds noirs et l'Algérie, pour arriver, comme tu le disais tout à l'heure, à la résonance aujourd'hui de la colonisation et de la guerre aujourd'hui dans notre belle société française. Voilà. Donc, alors ce thème-là, les pieds noirs d'aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, les pieds noirs et l'Algérie, ça peut sembler peut-être un petit peu désincarné quand on mesure là tout ce qui se passe autour de nous, quand on voit la Palestine, quand on apprend ce matin l'élection de Trump aux États-Unis, avec tout ce que ça peut augurer de dramatique, et quand on pense aussi au devenir politique de la France dans laquelle on vit. Donc ça peut sembler désincarné, en vérité, ça ne l'est pas vraiment, parce que, eh ben, on verra, je crois, on discutera de ça en tout cas, combien aujourd'hui cette question de la résurgence du lobby colonial aujourd'hui en France participe pour le coup au combat mené par l'extrême droite. Donc, je vais donc diviser en 4 parties mon intervention. La première partie, les pieds noirs n'existent pas avant 62. Les Français d'Algérie et le corps d'exception. Deuxième partie, les Français d'Algérie face à la guerre d'indépendance. Ensuite, comment ces Français d'Algérie deviennent pieds noirs. Et pour finir par et aujourd'hui. Et aujourd'hui, la résonance de la colonisation de la guerre d'Algérie, le boomerang colonial. Alors, les pieds noirs n'existaient pas avant 62. Ça, c'est une conclusion d'un sociologue, politiste, qui s'appelle Éric Savarez, et qui a écrit, il y a longtemps maintenant, peut-être une vingtaine d'années, ce livre, L'invention des pieds noirs. Pour lui, donc, les pieds noirs n'existent pas avant 62, ni l'expression elle-même, et ni ce que cette expression recouvre. Pour lui, donc, les pieds noirs sont le produit d'une histoire qui est entamée pendant l'épisode tragique de la fin de la guerre, et puis qui a été réinventée par la suite dans l'exil des Français d'Algérie. Et donc, puisqu'il n'existait pas avant 62, on est obligé de faire un retour en arrière pour comprendre cela, de revenir à la réalité de la cité coloniale en Algérie, avec ces deux communautés parfaitement distinctes, deux populations qui cohabitaient
deux corps distincts, qui étaient distincts tant au plan social qu'au plan culturel, bien sûr. Et donc d'un côté, il y avait les Français d'Algérie, c'est-à-dire ceux qui avaient la pleine jouissance de la citoyenneté française et qui constituaient, si on peut dire les choses simplement, la part colonisatrice de la population. Et puis, d'un autre côté, la part colonisée de la population, hein, les arabo-berbères, on disait plus simplement les Arabes, ou les indigènes, ou les musulmans, comme si on pouvait, là pour le coup, définir un peuple par une religion. Et en vérité, on a le droit de se poser la question quand on voit l'État d'Israël aujourd'hui. Oui, l'État d'Israël, on définit le peuple par sa religion. C'est terrible. C'est une régression terrible. Donc, mais avant d'en arriver au Pied Noir, je voudrais, là pour le coup, revenir une seconde sur la part colonisée de la population et faire référence à un livre qui s'appelle Le corps d'exception, qui est là, qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Sidi Mohamed Barkat. Et dans ce livre, Barkat décortique les mécanismes qui, durant l'époque coloniale, avaient enfermé la population indigène dans un état d'exception permanent. Et il désigne cette part de la population comme un corps d'exception. Et il définit ce corps d'exception en disant ces mots: inclus en tant qu'exclu, le colonisé est assujetti à un régime légal établissant au cœur de l'état de droit une suspension du principe d'égalité. Il définit en quelque sorte ce corps d'exception. Et puis cet état d'exception, il poursuit en disant que ça permet de rendre compte de la violence dont le corps des colonisés a fait l'objet durant 132 ans de colonisation. On peut se poser la question, de manière légitime, de savoir si ce corps d'exception n'a pas survécu à la décolonisation. On y reviendra sans doute. Alors, je reviens, si vous voulez, aux Français, aux citoyens français de plein droit, si on peut dire, dans l'Algérie coloniale, donc, qui était constituée de vagues d'immigrés venant de 4 coins de l'Europe, plus les habitants de religion juive et quelques milliers de notables musulmans. Donc, ça, c'était bien sûr à l'exclusion de la part colonisée de la population, qui étaient des sujets jusqu'en 1946 et qui sont ensuite devenus des citoyens de seconde zone en 1958, c'est-à-dire qu'il y avait 9 millions de ceux-là contre 1 million de Français d'Algérie à l'indépendance. Et si on veut qualifier un peu plus précisément cette population des Français d'Algérie, le trait qui ressort de suite, c'est son hétérogénéité. Il y a une hétérogénéité au plan social, dans la mesure où il existait des classes sociales distinctes, antagonistes, avec une majorité de gens pauvres ou modestes face aux gros possédants, ceux qui possédaient des terres ou des négoces. On ne peut pas dire d'industrie, parce que dans l'Algérie coloniale, il n'y avait pas d'industrie. Voilà. Et cette classe des gros possédants, c'est quand même significatif, ils s'appelaient eux-mêmes les féodaux. Donc, première hétérogénéité, c'est cette hétérogénéité sociale. Une deuxième hétérogénéité, c'est au plan politique. Au plan politique où, dans la mesure, au sein même des Français d'Algérie, il y avait des affrontements politiques, il y avait une lutte de classe, pour dire les choses plus simplement, et ceci permet de comprendre que toutes les grandes villes d'Algérie, à l'exception de l'Algérie coloniale, à l'exception de Constantine, ont eu des municipalités de gauche ou des municipalités d'extrême gauche. Seuls votaient bien sûr à cette époque-là que les Français. La part colonisée de la population ne votait pas.
troisième hétérogénéité, c'est ce qui concerne les origines géographiques ou les origines ethniques de cette population, avec les différentes vagues du peuplement colonial, avec aussi les différences qui existaient entre ceux des Français d'Algérie qui habitaient les grandes villes de la côte. Dans ces grandes villes se concentrait la majorité de la population des Français de l'Algérie. Donc une différence entre ceux-là et puis ceux qui habitaient l'intérieur. Et il y avait des différences, notamment pour ce qui est de la relation avec la part colonisée de la population. Donc, un caractère hétérogène qu'on peut mesurer à tous ces différents niveaux. Évidemment, il y a aussi hétérogénéité au plan éthique, au plan religieux, au sein même des Français d'Algérie. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable que cette hétérogénéité va faire que c'est une véritable pyramide ethnique qui va se mettre en place. Et puis, comme souvent, l'origine et le statut social vont de pair. Les Français de souche, se retrouvent en haut, tout naturellement, avec ensuite les Européens du Nord, suivis des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des Juifs. Et là, dans cette catégorie, évidemment, on ne compte même pas la part colonisée de la population. Eux, ils sont tout en bas de l'échelle. Et je crois qu'on a touché là, si vous voulez. Juste un mot, vous m'interrompez quand vous le souhaitez. J'aurais dû le dire au départ, je le dis maintenant. Et je crois qu'on touche dans ce que je viens de dire trois facettes, trois éléments qui structuraient la société coloniale en Algérie. Il y avait d'une part ce corps d'exception que constituaient les colonisés, ce que Barkat désigne comme des inclus en tant qu'exclus. C'est formidable cette dénomination. Il y avait d'une part ça, premier élément structurant. Le deuxième, c'est un antagonisme de classe entre les Français d'Algérie. Enfin, troisième élément structurant, c'est un racisme multi-étage. Un racisme multi-étage allant des Français aux Arabes, en passant par les Espagnols, les Juifs, les Kabyles. Bon, bien sûr, dans cette classification, les Européens, les Français d'Algérie qui étaient pauvres ou modestes, bénéficiaient quand même d'une situation bien supérieure à celle de la part colonisée de la population qui était maintenue dans une précarité extrême. Aussi, on arrive à cette chose-là, que dans leur grande majorité, les Français d'Algérie, pauvres ou modestes, tenaient, de fait, à ce que rien de ceci ne change. Et ils furent, qu'on le veuille ou non, eux-mêmes, des instruments pour le maintien de l'ordre colonial. Ça, je crois que c'est un point qu'il faut garder. Si je voulais un petit peu caricaturer les choses, pour résumer un peu ça, je dirais que pour le féodal, le gros propriétaire français d'Algérie, celui qui était tout en haut de l'échelle, il était de bon ton d'avoir une bonne et puis un jardinier arabe, mais aussi de bon ton d'avoir une couturière et une repasseuse espagnole. C'était ça la réalité aussi de ce qu'on dit. Et pas la peine de parler de mariage mixte. Ça, c'était à peine toléré pour un Français si c'était avec un Européen du Sud. C'était interdit avec un Juif, c'était banni avec un Arabe. Et là, je voudrais faire un clin d'œil à mon cousin Loulou, qui disait cette chose absolument juste, enfin amusante aussi. Il disait « Heureusement que les Arabes nous ont foutus dehors, parce que, à force de se marier entre nous, on aurait fini comme les nobles dégénérés de France. »
Je viens, si vous voulez, au deuxième volet, les Français d'Algérie face à la guerre d'indépendance. Je parlais tout à l'heure d'un réflexe de classe qui existait au sein des Français d'Algérie. En dépit de ce réflexe de classe, les Français d'Algérie acceptaient de vivre dans une société parfaitement inégalitaire. Et peu d'entre eux étaient capables d'une analyse un petit peu serrée de cette réalité de la société coloniale. Alors ça, c'est vrai, ce manque d'analyse de la société coloniale, c'est vrai à l'exception de deux catégories. Une première catégorie, c'était, disons, des militants de gauche. C'était des membres du Parti communiste algérien, le PCA, qui avaient des difficultés avec le PCF, on pourrait y revenir à un moment. C'était des libéraux, des chrétiens de gauche, des socialistes ou des francs-maçons. Et c'est ceux-là qui ont fourni quelques milliers de Français d'Algérie qui ont soutenu ou qui ont participé à la guerre de libération. Ça, c'était d'un côté. De l'autre côté, il y avait une autre catégorie qui avait conscience de la réalité de la société coloniale. C'était les groupes ultras de l'Algérie française. Et ceux-là se sont manifestés à travers une longue liste de sociétés, d'officines secrètes d'extrême droite qui ont assassiné à l'envi, et cela bien avant la guerre. C'était la Main Rouge, le FAF. Le FAF, c'était le Front pour l'Algérie française, l'UFNA, l'Union française nord-africaine, et d'autres. Et ça, c'était des précurseurs directs de l'OAS. Alors, les Français d'Algérie face à la guerre. Pour ce qui est des possédants, des gros colons, etc., la plupart de ceux-là avaient anticipé les choses et avant même que la guerre ne se déclenche, ils avaient assuré leur devenir en France. Par contre, tu n'es pas d'accord, Yahouya? Par contre, là pour le coup, la grande masse des Français d'Algérie ont vécu l'ordre colonial et la guerre sans se poser trop de questions. Ils ont vécu ça d'une manière naïve. Ils ont trouvé une sorte d'équilibre dans la chaleur des peuples du Sud, et se flatter de leur langue batardie, le patawet. Ils avaient un chauvinisme propre. Ils avaient la certitude un petit peu béâtre d'être différents des autres, d'en être supérieurs, et de vivre dans un pays magnifique et d'y vivre en privilégié. Et ça, c'était presque l'ordre des choses. Et c'est la raison pour laquelle cette grande masse des Français d'Algérie, dans leur grande majorité, ont continué de ne rien comprendre au mouvement national algérien et à sa lutte pour la libération. Et il y a eu un moment très particulier dans cette histoire, c'est la mascarade de la fraternisation du 13 mai 58. Et il faut insister là-dessus si on veut comprendre un petit peu, quand on parle un petit peu des Français d'Algérie. Parce que la plupart ont cru vraiment à cette illusion. Et ils vécurent cette chose-là comme l'espoir d'une réconciliation de différentes parties du peuple algérien, du rêve d'une Algérie d'un nouveau style qui aurait fait de tous des citoyens plus ou moins égaux, le rêve d'une Algérie certes moins inégalitaire, mais toujours française. Et bien sûr, cet espoir a été déçu. Cette illusion a été éteinte par la réalité. Elle a été éteinte aussi par le revirement politique dans lesquels ils ont été juste trimballés en spectateurs
Ils ont été trimballés de l'Algérie française à l'autodétermination, à l'Algérie indépendante, sans rien y comprendre. Et tout cela les a enfermés dans un sentiment de désespoir et dans un sentiment de trahison. Et tout cela, avec le fossé qui, de manière irrémédiable, se creusait entre les communautés avec la fin tragique de la guerre, a conduit la majorité des Européens d'Algérie, il faut bien se le dire, à un soutien tacite, à un soutien ambigu, mais pourtant réel, à l'OAS. C'est une réalité. Même si c'est aussi une réalité que seule une petite minorité des Européens d'Algérie a participé à l'OAS. Et même s'il y a eu des formes multiples, nombreuses, diverses, de résistance anti-pied noir à l'OAS. Il y a un copain Bernard Zimmermann, qui a écrit un essai qui, là, pour le coup, récapitule la diversité des formes de résistance pied noir à l'OAS. Et c'est extraordinairement intéressant de suivre ça. J'en viens au troisième point. Comment les Français d'Algérie sont devenus pieds noirs? Et on parlera du rôle des associations. En vérité, on est face à une difficulté, une sorte de paradoxe, où on a vu tout à l'heure combien la société des Français d'Algérie était hétérogène, complètement hétérogène. Et puis, on arrive à cette situation-là, où ces Français d'Algérie, en 1962, comment se fait-il qu'ils se soient reconnus dans une communauté et puis dans une identité pied noir? Comment on passe d'une situation d'une grande hétérogénéité à cette situation-là, pour le coup, bien plus homogène? Alors cette population a été totalement désarticulée par l'exil, par la perte de racines, la perte de repères familiaux, de repères amicaux. Elle se dispersait en France où elle était souvent mal accueillie. Ils portaient, il faut bien le dire, une double étiquette infamante. Ils avaient dans le dos collé, colon et OAS. Et ça, c'est quelque chose que tous ne méritaient pas, mais que tous ont plus ou moins subi. Et puis, à côté de ça, en 1962, ils trouvent des traits communs, nouveaux, qui n'existaient pas avant. C'est le souvenir de la fin tragique de la guerre, du soutien implicite qui a été le leur à l'OAS. Ils ont en commun la douleur de l'exil, la nostalgie du pays natal, et puis surtout, ils ont le statut partagé de rapatriés. Rapatriés. Il faut bien dire que quand même, plus d'un tiers de la population des Européens, des Français d'Algérie n'avaient jamais mis le pied en France, mais on les a appelés quand même des rapatriés. Et donc c'est dans ce contexte-là, où il y avait des traits nouveaux qui leur étaient communs, qu'est apparu comme un ciment supplémentaire les premières associations pieds noirs. Alors j'ai dit quelques mots de ça, toutes ces associations s'appuyaient sur le besoin de retisser des liens, de refaire société, et donc les plus nombreuses étaient des petites amicales locales d'anciens d'ici, de là, de Tiaret, de Tizi Ouzou, de Bab el Oued. Il y en a eu des dizaines. Il y avait des amicales de clubs sportifs, il y avait des amicales de corps de métier. Il y a même eu une association des anciens chauffeurs de taxi d'Oran. C'est assez... voilà. Et en vérité, ces associations-là n'affichaient en général pas d'autre objectif que celui d'être ensemble, comme là-bas, au bon vieux temps de l'Algérie française. Ça, c'est les associations locales, les amicales. À côté de ça, il y a eu des associations nationales, et elles ont joué un rôle beaucoup plus important.
tant au plan social qu'au plan politique. Au plan social, leur objectif était au début la défense des intérêts matériels des Pieds-Noirs, c'est-à-dire obtenir la mise en place de dispositifs spécifiques qui leur permettaient de se reconstruire en France. Et cela s'est fait, et l'État français, qu'on le veuille ou non, l'a réalisé. D'abord à court terme, par des aides sociales, des prêts à l'installation, des réorientations, tout ce qu'on veut. Puis à plus long terme, par l'indemnisation des biens laissés en Algérie. Alors, il y a eu plusieurs indemnisations. C'est formidable. Mais il faut noter que, quand même, ceux qui avaient peu ou qui n'avaient rien là-bas, eh bien, ici, ont obtenu rien ou peu. Par contre, les gros, même ceux qui étaient partis avant le début de la guerre, eux ont été totalement indemnisés. Bon, voilà. Il y a eu une association qui a été la plus active, qui a été créée dès avant l'indépendance, en 1957, qui s'appelait l'Enfanoma. Et elle affichait complètement ce projet. Je cite, son objet était de constituer entre Français d'Afrique du Nord un lien de solidarité et un organisme d'entraide matérielle et sociale. C'était la raison d'être qu'ils affichaient au départ. Tout comme une autre association qui a été importante, qui s'appelait Le Recours, et qui affichait les mêmes objectifs. Ça, c'était au plan social. Au plan politique, elles ont joué un autre rôle. D'abord, l'Enfanoma, dès les années 70, a complètement rejeté son objectif premier, qui était l'entraide sociale. Elle a délaissé cet objectif, et puis elle a versé dans la mémoire et la glorification de l'Algérie française, dès les années 70. Et elle rejoignait, et ça c'est un point si important, elle rejoignait là le camp d'autres associations qui ont été créées par les chefs historiques de l'OAS dès la promulgation des lois d'amnistie. Les lois d'amnistie, il y en a eu en 1964, c'est-à-dire 2 ans à peine après la fin de la guerre. En 1966, en 1968, il y en a même eu une, comme si ça ne suffisait pas, en 1981, sous Mitterrand. Et donc, ces lois d'amnistie, il faut dire qu'elles ont concerné, dès 1964, elles ont concerné l'OAS, les militants de l'OAS. Mais elles n'ont pas concerné les militants pro-FLN. Elles n'ont pas concerné les porteurs de valises, ni les insoumis, ni les réfractaires. Ceux-là sont restés sous le coup de la loi. Ils n'ont pas été amnistiés. Alors c'est comme ça qu'il y a 3 chefs de l'OAS qui ont créé leurs propres associations. Jouot, Salan, et puis un pied noir ultra qui s'appelait Ortiz. Chacun a créé sa propre association. Il en reste aujourd'hui plus qu'une, c'est celle de Salan, qui s'appelle l'Adimad. Au début, pour que les choses soient claires, elle s'appelait l'Adimad-OAS. Comme ça, on savait où on était. Alors, si bien que dans les années 90, s'est constitué un groupe d'associations qui étaient ouvertement d'extrême droite. Et ces associations-là ont très vite liquidé les autres. Elles ont liquidé les autres éventuellement par le meurtre. C'est comme ça que le président du recours, qui s'appelait Jacques Roseau, a été tué par 3 militants 3 anciens pieds noirs de l'OAS. Il avait pris, ce Roseau, le président du recours, il avait pris la liberté de s'écarter de l'extrême droite. Voilà, donc on l'a tué, tout simplement. Et on l'a tué avec le recours. Et donc, à côté des petites amicales locales qui, petit à petit, se sont éteintes, seules sont restées en place des associations nostalgériques qui se réclament ouvertement de l'OAS. C'est l'Adimad, qui le fait ouvertement,
Et puis, c'est aujourd'hui, mais plus discrètement, le cercle algérianiste. Il y a quand même eu une conséquence à cet engagement nostalgérique. C'est que le ciment qu'avaient pu constituer pour les Pieds Noirs les premières associations, ce ciment s'est effrité. Et il s'est effrité aussi parce que d'autres associations Pieds Noirs sont nées. Je pense à Coup de Soleil et je pense à l'Association nationale des Pieds Noirs progressistes et leurs amis. Et ces associations, pour le coup, prenaient le contre-pied total des associations nostalgériques. Alors, Coup de Soleil, par exemple, qui a été créé en 1988, je crois, a mis en avant la culture, l'échange pour renforcer les liens entre maghrébins de toutes origines et en incluant dans sa démarche le combat antiraciste et le combat anticolonial. L'association des Pieds Noirs progressistes est née plus tard encore, en 2008, avec deux objectifs. Le premier, c'est de contredire les nostalgériques, de leur interdire de parler au nom de l'ensemble des Pieds Noirs. On s'est battu avec eux physiquement des fois. Et puis, dans ce même objectif, c'était de dire, d'affirmer le bien fondé de la lutte des Algériens pour l'indépendance. Et le deuxième objectif de l'association, c'est encore d'œuvrer au renforcement de l'amitié des peuples, des deux rives, à la solidarité avec les immigrés algériens en France, avec les binationaux, les Français d'ascendance algérienne, à la lutte contre le racisme et l'islamophobie. Ça, c'est la première conséquence, donc, ce ciment entre Pieds Noirs qui s'est désagrégé. Et il y a une conséquence à cette conséquence, c'est que autant les associations nostalgériques ont été longtemps, très longtemps, trop longtemps, reconnues par les médias et par le monde politique comme portant la parole Pieds Noirs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, autant Coup de Soleil que la NPNPA sont connus, sont sollicités régulièrement par les médias, le politique, les artistes, les historiens, les étudiants. On est effectivement sans arrêt sollicités par eux pour donner notre version. Ces associations participent ou organisent des manifestations culturelles, comme les JCFA, je suis félicité de ça. Elles luttent contre le racisme, contre les différentes formes de racisme, contre la xénophobie. Et elles luttent avec d'autres forces progressistes dans ce sens. C'est autant d'activités qui sont tournées vers l'avenir, à l'inverse des nostalgéries qui sont figées sur le passé. J'en viens au dernier point qui, pour moi, est évidemment le plus important. C'est aujourd'hui, avec la résonance de la colonisation et de la guerre d'Algérie aujourd'hui en France, qu'en est-il? Comment ça joue dans la sphère politique dans laquelle on évolue? Et puis, où en sont aujourd'hui ces Pieds Noirs qui, en 62, qu'on le veuille ou non, étaient perméables au discours nostalgérique? Ils l'étaient perméables au discours nostalgérique en 62, les Pieds Noirs, lorsqu'ils ont commencé d'exister. Et ce discours nostalgérique, il faut en dire quelques mots, il est aujourd'hui exactement le même que celui qui existait il y a 60 ans, totalement enfermé dans une nostalgie absurde de l'Algérie française, dans la victimisation, le ressentiment. C'est un discours qui est en décalage total avec la réalité de la société. Il est évidemment en décalage avec les travaux des historiens. Il y a depuis des années maintenant, depuis des dizaines d'années, les travaux des historiens qui ont été conduits tant en France qu'en Algérie, peut-être malheureusement plus en France qu'en Algérie, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, ont permis d'avoir une vision
beaucoup plus clair de ce qu'avait été l'horreur de la colonisation et de la guerre d'indépendance. L'horreur des 132 ans de colonisation. Ça, les travaux des historiens jouent un rôle, pour le coup, essentiel. Et donc là, les nostalgériques sont en décalage total. Ils les négligent, ces travaux. Ils les négligent et puis ils continuent de haïr les auteurs de ces travaux. Ils ne se cachent pas de le faire. C'est en décalage aussi, ce discours, en décalage complet avec le débat de la société sur le passé colonial de la France en Algérie. Ce débat est alimenté par tant de choses. Il est alimenté par le fait que les travaux des historiens sont de plus en plus popularisés dans la société, pénètrent de plus en plus la société française. Il y a qu'à penser au rapport Sora et à toute la publicité qui a été faite autour. On peut penser tout ce qu'on veut du rapport Sora, de ses insuffisances, etc. Mais ça a été un point extraordinairement positif quand il a été, là, pour le coup, popularisé, quand il a, à travers la presse, la radio, la télévision, quand il a éclairé pour beaucoup de personnes ce qu'était la réalité de la colonisation en Algérie. Le débat sociétal est alimenté par tant de choses. Il est alimenté, et ça c'est tellement important, par la multiplication des manifestations culturelles sur le sujet, avec le théâtre, le cinéma. Il sortait des films tellement magnifiques ces dernières années, notamment des films réalisés par des jeunes femmes franco-algériennes. C'est alimenté par la littérature, même Kamel Daoud, même lui, là pour le coup, participe à ça. C'est alimenté aussi le débat dans la société par toutes les initiatives qui sont prises là, lors de mobilisations citoyennes contre le racisme et l'islamophobie, lors de rassemblements autour de dates symboliques, du 8 mai 1945, du 17 octobre 1961. Tout ça, ça compte, ça fait du bruit. Et c'est alimenté aussi, il faut bien le dire, par des initiatives qui ont été prises au plus haut niveau politique. C'est Macron reconnaissant les assassinats de Maurice Audin, de Boumengel, et aujourd'hui de Lapi Ben Mehdi. C'est, entre parenthèses, on reconnaît simplement que c'est l'armée qui a tué. Ce n'est pas l'État qui est responsable, c'est l'armée. Alors que, bon. Et aussi Macron, disant que la colonisation, c'était un crime contre l'humanité, qu'on le veuille ou non, ça compte, et ça a compté. Et moi, dans le débat sociétal, je ne peux pas m'empêcher de penser que, je repense à l'impact qui a été celui du Hirak en Algérie au sein de la société française. Les images qui ont été données de la beauté du Hirak, là, ça a été, je suis sûr, ça a eu un impact vraiment important dans la connaissance de tout ça. Pour ce qui nous concerne, quand même, je reviens un petit peu à ça, au Pied Noir, le discours nostalgérique est en total décalage avec les Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, aujourd'hui, se sont totalement resitués dans les contradictions de la société française. Ils sont fondus dans la société française en fonction de leur situation sociale, de leur vie professionnelle, de leurs engagements politiques, syndicaux, des rencontres qu'ils ont pu faire au cours de leur vie. Et puis, tout ça, on peut, aujourd'hui, les Pieds Noirs, votent aujourd'hui comme les autres. Les Pieds Noirs et leurs descendants se distribuent sur l'ensemble de l'échiquier politique en France. Il y a une tripotée d'enquêtes qui ont été faites, notamment par le CNRS, et qui démontrent cela. Il n'y a pas de vote Pieds Noirs. Donc c'est en décalage aussi avec tout ça. Je vais faire quand même une petite parenthèse, parce que ça me concerne, mais ça ne concerne pas que moi, pour dire quand même que le discours nostalgérique continue de coller à la peau des Pieds Noirs.
C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, on n'arrive jamais à s'en défaire. Eh bien, oui, souvent, le premier réflexe de quelqu'un à qui s'adresse un pied noir, eh bien, c'est le rejet ou bien l'étonnement. Alors, personnellement, par exemple, la première fois que j'ai pris contact avec le fondateur de la 4ACG, les anciens appelés en Algérie contre la guerre, ces hommes magnifiques, la première fois que j'ai pris contact avec lui, sa réplique immédiate a fusé de suite. Quoi? Une association de pieds noirs? Pas question. Voilà. Bon, par la suite, on s'est expliqué. Mais ça a été son premier réflexe. Il y a 2 mois, autre chose, il y a 2 mois, je suis intervenu au nom de l'association lors d'un rassemblement pour Gaza, à Aubagne, où je vis. Et là, je suis intervenu en tant que membre de l'association des pieds noirs progressistes et leurs amis. Et il y a eu des réactions dans l'auditoire. Et alors, il a fallu que je réagisse très vite en disant, mais attendez, les pieds noirs progressistes, ça veut dire des pieds noirs anticolonialistes. Et alors, on m'a dit, ah bon, ça existe. Voilà, donc c'est quelque chose qui... Alors... Où en est-on aujourd'hui de la résonance de la colonisation et de la guerre d'Algérie dans notre société? Le discours nostalgique, même s'il est en décalage avec la réalité, aujourd'hui, il est repris. Il est repris et il est intégré dans celui de l'extrême droite. Un exemple magnifique qui a été donné en 2002, lorsque le député González, a tenu le premier discours, en début de mandat en 2022 de la nouvelle Assemblée nationale. Il a tenu ce discours à la gloire de l'Algérie française, chantant la beauté de la colonisation. Et puis, personne n'est se levé. Même pas un député de gauche s'est levé. C'est quand même quelque chose. Ça signifie bien combien ce type de discours, là, pour le coup, est révélateur de ce que, eh bien, il est intégré dans l'extrême droite. Ouais. Donc, les idées de l'extrême droite ont, qu'on le veuille ou non, largement pénétré la société. Elles y sont ancrées. Elles se banalisent. 40% des citoyens qui votent l'ont fait la dernière fois pour le Rassemblement national et pour ses alliés. Et en même temps que se banalisent ces idées, cette idéologie d'extrême droite, eh bien, se banalise le modèle colonial. Et cela donne une image effrayante, pour moi, de notre société, une société où domine la peur de l'autre, une société où l'immigration est définie comme étant là pour diluer notre identité nationale, avec le colonisé d'hier qui vient aujourd'hui, qui devient le colonisateur, une société où notre belle police est le dernier rempart contre l'ennemi intérieur, un ennemi intérieur qui n'est plus le Félaga en Algérie, mais aujourd'hui c'est le jeune de banlieue, le jeune franco-arabo-musulman d'aujourd'hui en France. Cette belle société où ceux qui... où fleurit, cette société où fleurit le racisme, et le racisme sous toutes ses formes. Cette société où ceux qui rejettent les campagnes islamophobes deviennent des islamo-gauchistes, comme ceux qui défendent la vie sur Terre deviennent des éco-terroristes. C'est ça, la peinture effrayante qu'on nous dessine. Et puis, face
à ces idées nauséabondes, eh bien, alors que se met en place un système de domination qui est hérité, ou qui est en tout cas alimenté par le fait colonial, eh bien, la Macronie se droitise, la droite classique s'extrême droitise, et l'extrême droite attend, sereine. Et voilà, là, je voudrais quand même revenir, pour terminer, sur le corps d'exception. Alors, ce livre a été publié en 2002, je crois, ou en 2005, la première fois, et il y a eu une réédition. Donc, dans la première édition, le livre s'arrêtait au 17 octobre 61. Et dans la deuxième édition, rien n'est changé au texte, sauf un morceau de la quatrième de couverture que je vous lis. Donc, ce corps d'exception, cette exception juridique et politique n'a toutefois pas disparu avec la décolonisation, comme le montre la fréquence des crimes policiers dans les quartiers populaires ou le caractère xénophobe et répressif des lois successives sur l'immigration. Les représentations discriminantes demeurent vivaces dans la société française d'aujourd'hui et la violence institutionnalisée s'abat sur les populations issues des anciennes colonies. Voilà. Juste un mot quand même pour redire que ce boomerang colonial, cette résurgence de la pensée coloniale, eh bien, ça fait partie de l'arsenal aujourd'hui, de l'arsenal idéologique de l'extrême droite. Et puis, ça fait partie de l'arsenal du Rassemblement national, aux portes du pouvoir. Et donc, là, ça ne concerne plus seulement les pieds noirs, ça concerne la société dans son ensemble. Et ça, c'est une autre question. Voilà, j'arrête là.